fenêtre, qu'on leur donne les outils qu'il faut pour réussir. de lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Diasporama. Alors ce soir, nous allons revenir sur un événement, sur l'un des projets les plus ambitieux de la capitale Alger, à savoir la Smart City. Alors la Smart City, donc, qui est ce projet qui apporte beaucoup de solutions innovantes pour réussir les transitions économiques, urbaines, mais aussi numériques. Et ce sera en compagnie de notre invitée ce soir, Madame Fatiha Slimani. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame Slimani, vous êtes la conseillère chargée de l'investissement du projet Alger Smart City. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors ce soir, à travers notre émission Diasporama, place aussi à la culture à travers une structure culturelle, mais aussi un événement culturel, à savoir donc l'association Taourit Moussa, qui est représentée ce soir par son président, Monsieur Nechesh Mustafa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de Paris. Exactement, merci pour cette invitation. Marhaba bik, ça nous fait plaisir. Et puis, nous vous invitons à travers cette émission à faire une balade à Constantine, et donc Constantine à travers les âges, qui est une exposition itinérante qui est représentée ce soir par le commissaire de cette exposition, à savoir Monsieur Zine Desfedj. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir à vous. Alors, avant d'entamer notre débat, je vous propose ce montage très rythmé qui nous a été proposé par les jeunes qui font partie justement du projet de la Smart City. Je vous laisse découvrir ces images et on se retrouve juste après. L'Algérie connaît les startups à travers cet événement. Ça fait juste plaisir de voir ce genre d'initiative à notre niveau, à Alger et non ailleurs. Faire en sorte que les startups Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est que l'écosystème numérique algérien existe et qu'il a été reconnu par les autorités. Mais j'ai trouvé que c'était très pratique, des informations concrètes. Et c'est intéressant de voir comment tout le monde arrive à marcher ensemble. Et cette collaboration, je pense que c'est assez unique à votre écosystème, à l'écosystème algérien. J'ai trouvé que les jeunes entrepreneurs qui étaient là, imperturbables, capables de pitcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant des autorités, faire du storytelling à l'algérienne. Donc on a mis en avant les start-upers qui ont réussi. Et justement, ce qui nous en fait donne de la motivation, c'est eux qui tracent le terrain et nous on va essayer de reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Et voilà. كنا نحن بحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى خبرة، إلى تجربة، إلى الناس اللي يحتضنوا هذه المشاريع الناشئة وهذا الشباب الرياديين باش يرافقوهم. C'est que les besoins, on en a tous des besoins.
On a tous quelque chose à offrir. Il reste juste نزيدوا شويه هاد لي زيفينمون هادوما كي نو ريغروب باش نسيو نتلاقاو ونتعاونوا ان شاء الله. بروجين تيتر أمام جزائري. سلام عليكم ناس الحباب يا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ناس الحباب. Voilà, c'était donc quelques images qui nous ont été proposées par les jeunes qui font partie de ce projet de la Smart City. C'était donc une rétrospective du déroulement de la deuxième conférence donc, des startups. Alors je reviens à vous, Madame Slimani, donc on va commencer par vous le débat. Et nous restons encore dans ce sujet, dans cette ambiance donc, de la Smart City. Alors Alger est en passe de devenir, donc, à l'instar de toutes les capitales du monde, une ville méditerranéenne qui assure un petit peu cette synergie entre ses atouts urbanistiques, écologiques, numériques. Et tout a commencé en juin 2017, n'est-ce pas? Merci. Donc, ça a commencé, ça fait presque 2 années. La vidéo qu'on avait vue donc, montre que la jeunesse algérienne peut travailler avec des standards internationaux. Le projet lui-même, Alger Smart City, avait commencé avec des jeunes. Et suite à une rencontre qui n'était pas programmée entre le Wali d'Alger, la wilaya d'Alger, et dans un cadre particulier avec des jeunes, il y avait une vingtaine de jeunes. Et là, lors des discussions, on avait compris qu'il y avait un certain groupe de jeunes qui avaient créé des startups et donc qui rencontraient beaucoup de contraintes. La majeure contrainte, c'était qu'ils se sentaient marginalisés, donc un petit peu non visibles par pas simplement les institutions publiques, étatiques ou le gouvernement, mais par toute la société. Et, donc en fait, ils ne sentaient pas que leur travail était valorisé. Voilà, et on avait appris aussi qu'il y a une grande partie qui avait déjà abandonné leur projet pour faire autre chose. Il y a une autre partie qui a été touchée par des firmes étrangères et sont partis à l'étranger. Ils sont partis pas en tant que propriétaires de leurs solutions technologiques. Mais il y avait une poignée qui est restée en Algérie et elle s'est défendue, elle a fait un excellent travail. Et c'est suite à cela que M. Loualik, la wilaya d'Alger, a décidé de travailler, d'accompagner ces jeunes-là. Et donc là, le projet est né à ce moment-là. Parce que généralement, les de la wilaya, c'est comme une collectivité territoriale, donc c'est surtout tout ce qui est voirie, tout ce qui est éclairage, etc. Mais Alger a décidé de passer à autre chose, tout d'abord pour accompagner ces gens-là. Et donc au début, c'était un accompagnement direct. Ça veut dire que le jeune qui a un problème, on essayait de se positionner en tant qu'intermédiaire pour essayer de lui régler ses problèmes à travers, soit en face d'une institution ou bien une entreprise, etc. Et puis, deuxième volet, on avait compris que pour aider les jeunes, les startups à se développer, il fallait développer l'écosystème technologique numérique. Et c'est pour ça qu'on a organisé la première conférence des startups en mai 2017 et la deuxième conférence des startups que vous venez de voir en mars 2018. Chaque conférence avait regroupé l'ensemble des acteurs qui sont très indispensables pour le développement de l'écosystème et donc pour qu'il y ait un environnement adéquat pour le développement de l'écosystème. Donc il y avait les décideurs, c'est les représentants du gouvernement. Il y avait parce que c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux les donneurs d'ordre. Il fallait parce qu'il n'y avait pas de texte réglementaire, donc il fallait qu'il y ait des textes qui soient promulgués et tout. C'est ce qui a été fait. Alhamdoulilah, depuis 2 années, on voit le e-payment, le e-commerce, etc. Et il y avait des startups, il y avait des incubateurs. Lorsqu'on a commencé le projet, il y avait 2 incubateurs. Un public, un privé, SILAB, c'est l'AMPT. Et aujourd'hui, on est passé à 12 incubateurs. Nous avons même un incubateur panafricain. Et il y a un autre juste avec des opérateurs économiques, etc. Donc, il y a les représentants du gouvernement, il y a les startups, les incubateurs, les accélérateurs, les coworking space. Il y a les opérateurs économiques, parce que aussi c'est eux qui financent. Il y a les universités. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec presque 25 universités instituées à travers
travers le pays. Il y a les centres de développement et de recherche, les opérateurs de télécom, donc l'ensemble, et aussi des associations qui interviennent dans le domaine de tout ce qui est nouvelles technologies, mais aussi des associations qui interviennent dans le cadre qui regroupent des opérateurs économiques qui interviennent dans le domaine des nouvelles technologies. Et grâce à tout cela, il y a eu des fusions, donc il y a des startups qui ont fusionné parce qu'elles se complètent et deviennent un peu plus disposées à travailler, à avoir des marchés. Et il y a donc tout un travail qui a été fait. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de diaspora, les éléments de notre diaspora qui sont revenus, qui sont en train de créer leur entreprise, leur micro-entreprise, start-up, etc. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chaque start-up, par exemple dans le e-commerce, dans le cadre de son travail, elle a besoin d'autres, elle pousse à la création d'autres start-up, donc d'autres postes d'emploi et de la richesse et pour diversifier l'économie nationale. Alors, avant de parler encore une fois de l'apport de la diaspora par rapport à ce projet, Monsieur Nchesh, Monsieur Sefedj, alors que pensez-vous justement de ce projet de Alger Smart City? Pour moi, quand j'écoute Madame, je trouve que c'est exceptionnel parce que je pense que c'est ce qui manquait à une certaine jeunesse algérienne qui se sentait en marge un petit peu, pas écoutée. Et ce que fait Madame Slimani, ce lien, et ses collaborateurs bien sûr, et collaboratrices, le lien qu'il peut y avoir entre le groupe de jeunes qui souhaitent monter sa structure, monter sa start-up, et le lien qu'il peut y avoir avec les institutions, de faciliter ces choses-là, je pense que c'est vraiment ce qui manquait. Il fallait peut-être pas leur donner de l'importance, parce que tous les jeunes Algériens sont très importants aux yeux de tous, mais cette petite chose qui fait qu'on leur donne espoir et leur dire, voilà, on a vraiment besoin de vous, on sait que vous êtes tous compétents. Juste leur faire un peu plus confiance. Mais c'est ça, c'est totalement ça, c'est exactement ça. Ils n'ont pas besoin de plus. Quand Madame dit, certains qui ont tenté l'aventure à l'étranger reviennent parce qu'ils sentent qu'en fin de compte, on les considère et qu'on les prend en considération, je trouve que c'est exceptionnel. Et on est à l'aube les nouvelles technologies aujourd'hui sont présentes partout. Sans la jeunesse qui font de la veille constamment et qui sont au courant de tout, on arrivera difficilement à suivre les autres pays, donc c'est vraiment parfait. La technologie aujourd'hui aussi, elle est accessible par rapport à ce qu'elle en était il y a quelques années. Monsieur Sefedj ? Effectivement, l'approche est intéressante parce que quand on parle de ville intelligente, on se base souvent sur l'intelligence de la ressource humaine d'abord. Après, on modernise la ville et on parlera de Smart City. L'approche est intéressante, le fait de valoriser ces startups, ces expériences qui existent en Algérie et depuis très longtemps. On va dire que c'est un projet qui vous parle beaucoup parce que vous-même vous êtes architecte. Je suis architecte, je m'intéresse à la numérisation de notre patrimoine depuis quelques années et justement on a une association qui s'appelle le Cercle d'Alger qui s'occupe du patrimoine à l'ère du numérique. Et la numérisation du patrimoine algérois et algérien participe justement à cette valorisation de la capitale et de notre patrimoine. Et la ressource humaine, moi je travaille beaucoup avec des jeunes qui développent justement des logiciels, qui développent du contenu sur le web, parce qu'on peut avoir on met beaucoup de moyens sur les autoroutes d'information, mais le contenu est le point essentiel. Parce qu'on crée une autoroute, s'il n'y a pas de véhicule sur cette autoroute, elle ne sert à rien. Et ces jeunes sont portés justement sur le contenu, sur ce contenu numérique qui peut être interopérable, qui peut être portable d'un environnement à un autre. Et je pense que c'est une richesse extraordinaire qui existe au sein de la société algérienne. Donc toujours dans cette perspective des chaînes des valeurs de la Smart City, là je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce reportage sur l'événement de la Smart City qui s'est tenu en juin dernier au niveau du centre des conventions d'Alger. C'est un reportage signé Nejma Hiresh, on se retrouve juste après. 150 conférenciers pour animer une cinquantaine de conférences-débats, 4000 participants venus de 40 pays. La Smart City est une véritable synergie entre les technologies mondiales et locales.
On a misé sur des technologies très spécifiques, des technologies qui s'appellent technologies leapfrog, des technologies qui arrivent vite et qui changent un petit peu le tout, qui rendent le passé très obsolète en fait. Ce genre de technologie. Et on a misé sur une collaboration partenaire entre nos startups ici, avec les boîtes qui sont champions dans leur domaine en technologie, de travailler ensemble pour transférer la technologie, pour apprendre, pour adapter. Notre connexion à Smart City, c'est la banque mobile, c'est Banksy. Et Banksy, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de tout faire de chez vous, sans vous déplacer, gestion de vos moyens de paiement, à des prix très compétitifs, puisque les cartes CIB qu'on veut promouvoir aujourd'hui sont gratuites, que vous pouvez retirer dans tous les DAB en Algérie gratuitement. Notre projet est de former des experts internationaux qui sillonnent plusieurs pays du monde entier et qui vont à leur tour former les éléments locaux en vue de profiter des dernières technologies de la NASA. Donc on offre l'Internet et la téléphonie et on aimerait apporter nos connaissances et pourquoi pas fonder une entreprise ici pour offrir l'Internet parce que la base d'une ville intelligente, c'est bien l'Internet. Donc l'Internet, ça va permettre aux jeunes qui veulent offrir des applications. Smart Building qui va ouvrir le socle infrastructure pour l'échange des données. À travers, donc, on a un building qui va être construit qui contient toute une salle pour un data center. Et c'est le data center qui va permettre de transiter, d'héberger tout le cloud pour la Smart City, Inch'Allah. eSolutions, c'est une société qui donc, développe la solution EasyTick, qui est une solution de billetterie électronique à destination donc, des grandes enceintes et arènes sportives et culturelles. Donc c'est une solution qui permet donc aux gestionnaires de ces structures de pouvoir proposer de la vente en ligne ou en guichet avec placement numéroté et donc le spectateur donc, final pourra être en mesure de profiter directement du spectacle ou du match en l'occurrence en ayant choisi sa place et en ayant choisi plutôt acheter son billet tranquillement à partir de chez lui. Le sommet sera dédié à l'Afrique et aux défis du monde émergent dans l'évolution de leurs écosystèmes de technologie et d'innovation, avec notamment des sessions dédiées aux nouveaux modèles de start-up et de diaspora. Voilà, c'était donc un retour sur l'événement de la Smart City qui s'est déroulé donc au centre des conventions d'Alger. C'était un sujet signé Nejma Hiresh. Là, je reviens à vous, Madame Slimani. Donc, on parlait tout à l'heure de l'apport de la diaspora et plutôt donc l'apport de la diaspora à ce projet. Donc, je reviendrai donc encore une fois sur cette question. Quel est l'apport de la diaspora dans la concrétisation et la réussite du projet Smart City? Dans tous les cas, là, au niveau de la wilaya d'Alger, donc en dehors du projet Alger Smart City, le Wali d'Alger, pour le développement, vous savez que la wilaya a des instruments sur lesquels elle se base pour se développer. Donc en 2011, oui, il y a eu l'accord du gouvernement et surtout de M. le Président de la République sur le plan stratégique de développement de la capitale horizon 2035. Et il a été suivi aussi par un autre instrument aussi important, c'est le PDAE de la wilaya. Le décret donc, a été apparu en 2017, début 2017. Le plan de résilience urbaine, etc., qui a été préparé, qui est en cours de préparation par un cabinet dont la majorité, il se trouve aux États-Unis, mais la majorité, c'est de la diaspora algérienne. Le projet Alger Smart City aussi, il y a une grande partie de la diaspora qui est revenue, qui était là déjà. Peut-être elle était invisible, non pas trop visible, mais là, avec le projet, on est en train de les voir, de travailler avec eux. Dans le domaine soit de l'urbanisme, donc des architectes urbanistes, M. Louafi qui est passé au niveau de votre émission, donc qui est en Allemagne, M. Boubzari, et ils sont nombreux, le Dr Hartani aussi. Donc Dr Hartani, c'est le consultant du Wali. Il collabore avec moi directement dans le cadre du projet Alger Smart City. C'est un des meilleurs au monde. Donc là, lui, il est docteur en intelligence artificielle. Il a son propre accélérateur, incubateur au niveau de la Silicon Valley. Et il a participé avec des groupes de recherche, il a participé à la création de plusieurs smart cities à travers le monde. Donc là, ça veut dire que nous avons quelqu'un d'Algérien
qui aiment l'Algérie, qui adorent l'Algérie, au même titre que les autres éléments de la diaspora. Lorsque vous voyez, on reçoit un email qui dit « Moi, j'ai préparé un projet, je veux le lancer début 2019 », on dit « D'accord, vous avez besoin de quoi ?» Il dit « Non, j'ai trouvé le financement, j'ai tout préparé, mais je veux juste que j'intègre le projet Alger Smart City. » Là, juste l'autorisation. Pas l'autorisation, non, c'est ça veut dire que le projet les met en évidence. Il leur donne de la visibilité. Et ils n'ont pas besoin, j'ai travaillé avec eux depuis presque 2 années, ils n'ont pas besoin de financement. Ils disent qu'on n'a pas besoin de subventions, on n'a pas besoin de financement. Le plus important pour eux, c'est de participer avec un projet en Algérie, d'aider le développement de la ville, etc. Pour nous, c'est ça le plus important. Vous allez recevoir peut-être la semaine prochaine Mariam Ben Slama. Elle est algérienne, elle a vécu à l'étranger, mais elle a terminé le cycle universitaire. Mais lorsqu'elle a terminé, elle a commencé à travailler, elle ne se sentait pas indispensable là-bas. Elle créait des choses, mais elle n'avait pas cette satisfaction. Aujourd'hui, mardi, son incubateur va être inauguré. Aujourd'hui, elle a créé son entreprise, son incubateur, et elle est en train d'incuber 15 startups dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Et elle se sent aujourd'hui, elle sent qu'elle est en train d'apporter quelque chose et elle apprécie ce qu'elle est en train de faire. Alors justement, dans la même lancée de ce que vous êtes en train de dire, Madame Slimani, alors Monsieur Nchesh, Monsieur Sefedj, lorsque le reportage est en train de passer, réflexion commune que nous avons tous fait d'ailleurs, c'était par rapport à cette présence active de jeunes. Et là, donc, nous avons un autre bel exemple, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et on le voit partout et c'est ce qui fait plaisir. On reconnaît tout de suite le rôle des institutions comme celle que représente Madame. C'est pour ça, c'est pour donner cette confiance. Et on le voit tout de suite quand on voit le petit reportage là. Les résultats sont concrets. Les résultats sont concrets. La jeunesse est une force pour notre pays qu'il faut investir et qu'il faut valoriser. Je dis toujours dans des émissions pareilles, c'est qu'il n'y a pas de fracture numérique entre nous et les autres pays développés, grâce à justement cette jeunesse qui a absorbé cette fracture numérique par leur production, par le développement de leur intelligence à travers ces outils. Et ils sont très demandés à l'étranger, ces jeunes, hein, et ils arrivent à développer un certain nombre de brevets. Et aujourd'hui, on leur dit qu'il y a des possibilités de faire valoriser vos travaux et le développement localement en Algérie. Ils ne demandent que ça et il suffit de leur ouvrir les portes. Quant au financement, les financements existent. Ils existent à l'échelle nationale, mais ils existent aussi à l'échelle internationale, parce qu'il y a beaucoup de projets de coopération qui permettent de faire la promotion des technologies de l'information et de la communication. Il suffit d'être prêt. Effectivement. Alors, Madame, oui, allez-y, je vous en prie. Il ne faut pas oublier aussi que ces jeunes-là sont devenus ce qu'ils sont, peut-être aussi par rapport aux établissements aujourd'hui qui donnent vraiment les cours adéquats, pour arriver à un niveau de talent comme ça, des ingénieurs aussi performants. Il faut quand même voir qu'il y a sûrement eu de grands établissements qui sont installés en Algérie. Une bonne prise en charge. Complètement, et qui ont pu former. Il doit y avoir vraiment une belle formation qui a pu accélérer justement le niveau de connaissance de cette catégorie, quoi. Effectivement. Parfait. Alors, Madame Slimani, vous avez évoqué tout à l'heure Monsieur Kamel Wafi, qui a donc fait partie un petit peu du projet, mais Kamel Wafi ne fait pas partie que du projet donc, de la Smart City. Il est aussi architecte paysagiste. Il est installé en Allemagne. Il a réalisé plusieurs projets donc liés à l'architecture et il fait partie justement de l'un. Il fait partie. En fait, il est considéré comme l'un des animateurs du projet de la baie d'Alger. Justement, Fella Ben Nour l'a rencontré pour nous. Je vous propose de découvrir cette interview et on se retrouve juste après. Un célèbre styliste international l'a pris pour un fou pour avoir osé lui demander d'habiller un épouvantail imaginé dans l'un de ses projets. De Batna à Hanovre, en passant par Berlin, Luxembourg, Abu Dhabi, Biskra, Alger et bien d'autres villes, ce grain de folie où l'art d'occuper l'espace est la signature d'un paysagiste nomade qui s'appelle Kamel Wafi. Parce que tous mes jardins sont répartis à travers le monde et donc moi je les visite. C'est comme un nomade.
Et il y a eu cette idée qui a émergé de cette discussion qu'on a eue ensemble. Monsieur Trottenaut, il m'a dit, ah oui, on peut faire peut-être un portrait de paysagisme. C'est quelque chose de très spécial. Il n'y a jusqu'à présent aucun film dans ce sens. Et surtout, Kamel, tes jardins, on peut les voir d'en haut avec des drones parce que c'est un peu ma culture. C'est la particularité. Mes jardins sont grands et on peut voir tout cet ornement. Ce qui est visible. Après avoir publié plusieurs livres, entre autres Imagination, paysages urbains entre l'Occident et l'Orient, ou bien Station d'art entre l'architecture et l'art, Kamel Louafi est fasciné donc par le 7e art. Le film Nomade, dont les images sont diffusées en exclusivité, serait sélectionné au Festival du film international de Berlin prévu en février 2019, mais pas que. Une version en langue arabe sera offerte par l'architecte à toutes les chaînes des pays arabes. Le 7e art, c'est quelque chose qui fascine. Ça fait rêver? Bien sûr, le film, ça fait rêver. On veut montrer ce film partout après, dans les universités, des discussions. Vous voulez le proposer gratuitement? Le jardin, c'est un geste humaniste. Et je crois que cette éducation de partager, et nos parents, ce n'étaient pas des gens riches, hein, ils sont morts pauvres, ce n'étaient pas des gens qui sont modestes, mais avec beaucoup de cœur, ils nous ont transmis cela. Et c'est son savoir-faire que le paysagiste veut transmettre et partager aujourd'hui. Depuis plus d'une année, il fait partie d'une commission de travail qui regroupe d'autres spécialistes algériens d'ici et d'ailleurs pour mettre en œuvre le projet d'aménagement de la baie d'Alger, qui s'inscrit dans le plan stratégique de la wilaya à l'horizon 2030. La baie d'Alger, vous savez, ça va maintenant pas jusqu'à la Casbah, bien avant, c'est 6 postes, ils sont en train de préparer 6 postes. C'est à peu près de Bellecour, c'est à côté du jardin d'essai et tout, il y en a plusieurs. Et tout ça, c'est un peu dans le cadre de la continuité du PDO qui a été réalisé. L'idée, c'est d'ouvrir Alger vers la mer. Jusqu'à présent, on donne le dos à la mer. Nous avons la gare, nous avons le train, nous avons la route. Et il faut ouvrir ça sur la mer. Quelques villes l'ont fait avant nous. Ça va permettre à beaucoup d'architectes de s'exprimer, de travailler. Et c'est quelque chose de formidable. Il y a quand même une symbiose qui s'installe. Moi, j'apporte aussi la contribution en faisant des dessins aussi. Des dessins qui feront l'objet d'une exposition, nous a confié Kamel Louafi. Par ailleurs, et concernant la baie d'Alger, les premiers résultats, selon le spécialiste, seront visibles d'ici 2020. Voilà, c'était donc un portrait dressé par notre collègue Fella Bennour à l'architecte Kamel Louafi. Et justement, donc, Kamel Louafi a édité certains livres, à savoir Art Station. Donc, ce sont des livres qui ne sont malheureusement pas disponibles ici en Algérie. Mais bon, ça reste toujours un appel pour les éditeurs, s'il y a donc possibilité toujours de coéditer. Donc, il y a le premier livre qui est Art Station, donc de Kamel Louafi. Voilà. Et puis, qui décrit des stations d'art, les raisons de leur création au sein d'un essai sur l'art dans l'espace public. Aussi, un autre livre a été édité par Kamel Louafi en forme d'accordéon. Il s'agit Paysages urbains entre l'Occident et l'Orient. Voilà. Donc là, Kamel Louafi nous dévoile ici quelques reflets de son vécu d'architecte paysagiste, événements, rencontres, anecdotes et autres impressions, source de cette inspiration plurielle à l'origine de ses œuvres dans divers espaces et contrées en Europe, en Orient et en Algérie. Et enfin, Louafi Paysage à Hanovre, c'est toujours un livre donc, qui a été édité par Kamel Louafi. Voilà, donc de retour à notre plateau donc, de Diasporama. Et comme je vous disais en début d'émission, alors on parle donc de la Smart City, mais on parle aussi de culture ce soir à travers l'association Taourit Moussa. Alors vous-même, donc on disait, vous êtes le président de cette association. Tout à fait. Alors Taourit Moussa, ça nous fait vraiment rappeler un paysage ici en Algérie, particulièrement en Kabylie. Et pourtant, c'est un nom que vous avez donné à votre association qui est implantée donc à
à Aubervilliers, à Paris. C'est ça, en région parisienne. Parlez-nous de cette structure. Alors c'est une petite association qui regroupe toutes les personnes originaires de ce petit village à 20 km au sud de Tizi Ouzou. Vous êtes nombreux? Alors on est en tant que membres environ 300 à peu près, quand même. Mais la communauté est beaucoup plus grande. Oui. Voilà, tout le monde ne fait pas la démarche pour venir s'inscrire ou autre, mais en tout cas elle regroupe vraiment. Ça viendra peut-être au fil du temps. Mais tout le monde est vraiment concerné, c'est vraiment juste ne pas le faire, juste la démarche, mais sinon vraiment tout le monde est concerné. Je sais que la communauté est très très grande en France et en Europe aussi. On reçoit du soutien aussi de toutes les personnes installées en Angleterre, à Londres, aux États-Unis, au Canada. Et c'est une petite association donc, qui fait beaucoup d'humanitaire et qui s'est vraiment dirigée ces derniers temps vers le patrimoine de notre village qui a été un peu laissé de côté avec des détériorations dues au temps et voilà. Et donc on essaye un peu de rénover un peu et de garder ce patrimoine un peu en vie pour les générations futures et même pour les générations existantes qui sont plus occupées avec les nouvelles technologies pour rebondir. Pourquoi ne pas mettre prochainement ces nouvelles technologies? C'est exactement ça, bien sûr, c'est exactement ça, à travers les canaux de diffusion, comme expliquait monsieur, où on peut montrer par des vidéos ou autres le patrimoine de son village. C'est les racines, c'est les origines, et on essaye de mettre en place ce genre de choses. Donc voilà, c'est beaucoup d'humanitaire. Bien sûr, tout ça, ça a un coût, il faut le financer. Alors on met en place certains événements du côté de chez nous à Aubervilliers, avec le soutien de la mairie d'Aubervilliers et de Madame la maire, Madame Derkaoui, qui nous soutient beaucoup, qui nous met à disposition tout ce qui est salle de spectacle et du matériel pour qu'on puisse mettre en place des spectacles et autres et récolter certains fonds. Donc là, nous sommes en train de découvrir quelques images justement de vos activités. Oui, exactement, voilà, où on reçoit certains chanteurs qui viennent gracieusement pour soutenir le mouvement, pour soutenir l'association. C'est ce que vous disiez, donc c'est pas tout le monde qui fait la démarche, mais c'est tout le monde qui est concerné. Ah, exactement, c'est exactement ça. Et puis on ne reçoit pas que des gens originaires de ce village, ça vient de toutes les personnes originaires d'Algérie, qu'ils soient kabyles ou pas. Et c'est ce qui fait vraiment le plaisir de recevoir tous ces gens. On récolte des fonds et puis dès qu'on peut aider, on le fait. On essaye de donner aussi un petit peu d'élan aux jeunes générations pour se dire voilà, il faut préserver aussi un peu ses origines et son village. Et on essaye de le faire à travers ça. Donc vous avez aussi ce volet solidarité, notamment par exemple le rapatriement des corps. Oui, alors c'est quelque chose qui existe aussi de notre côté. On essaye de mettre en place, alors c'est toutes les communautés qui le font, c'est tous les gens de tous les villages d'Algérie et j'en vais me dire du Maghreb qui fait ce genre de choses. Et ça c'est très très important. Malheureusement c'est dans la douleur que les pires choses comme ça, où la solidarité, on en a vraiment besoin. Et c'est vrai qu'on met en place ce genre de choses pour pouvoir essayer de respecter les dernières volontés des gens établis à l'étranger et particulièrement en France. Voilà. Mais sinon, vous avez aussi un autre projet, aussi en collaboration avec l'Algérie, Oberklasse. Exactement, Oberklasse. Alors là, c'est tout autre chose. C'est dans le monde du spectacle. Et ça rejoint encore une fois ce que disait madame, c'est d'aider une certaine jeunesse dans le domaine artistique qui n'a pas la chance, d'avoir accès à la culture facilement ou à la médiatisation et qui veulent faire du métier artistique un métier justement. Et on essaye de mettre en place, on essaie de mettre en scène des artistes complètement, qui ne sont pas du tout connus, qui sont amateurs pour la plupart, pour leur donner cet élan de solidarité. On les accompagne à travers des artistes professionnels, donc ils se sentent vraiment, ils se disent bon ben voilà, on est sur le même piédestal. On est considérés comme des pros, on les met en scène avec du matériel professionnel, avec des conditions professionnelles, et ça leur donne cet espoir, cet élan de solidarité à se dire nous aussi on peut y arriver, et toujours à travers la mairie d'Aubervilliers qui nous soutient. Vraiment c'est un travail formidable ce qu'ils font parce qu'ils nous soutiennent pour chaque événement, ils nous mettent à disposition du matériel professionnel pour qu'on puisse justement mener à bien tous ces projets. Et on met en place, voilà, donc une fois par année, on en est à notre 4e édition. Quand même. Voilà, exactement. On a signé pour 2 ans supplémentaires à Aubervilliers. Donc voilà, 1h30, 2 heures de spectacle, de show, que ce soit du one-man show, du théâtre, de la danse, du chant, de la poésie. Vraiment celui qui a envie de montrer ce qu'il sait faire, on le met en scène et il se donne complètement. Et puis ça peut faire un tremplin
peut-être qu'ils se disent qu'ils y arriveront un jour. Et c'est exceptionnel. Nous, quand on arrive vraiment juste à voir le sourire auprès de ces jeunes, quand ils sont heureux de monter comme ça sur scène, pour nous, on a tout gagné. Effectivement. Alors, justement, votre manifestation, on l'a en images. Oui. Alors, je vous propose donc de découvrir ces Exactement. images pour voir un petit peu cette manifestation. On se retrouve juste après. Images de votre... La troisième édition d'Oberklasse. Voilà, la troisième Exactement, édition. la troisième édition Donc, d'Oberklasse. c'est un projet que vous comptez transférer ici On à essaye, Alger, en Algérie. exactement, on essaie de mettre en place un partenariat avec l'Algérie. On a rencontré Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Asdine Mihoubi, ainsi que le président de l'ONDA, Monsieur Sami Benchir, et on essaye de mettre en place la même chose ici pour pouvoir donner les mêmes chances à de jeunes artistes algériens qu'on pourrait mettre sur scène, accompagnés d'artistes professionnels, pour essayer de leur donner accès à la culture. C'est vrai que, surtout que dans certains endroits reculés, un peu en Algérie, on n'a peut-être pas accès aussi facilement à la culture que dans les grandes villes. C'est peut-être pas aussi le besoin premier. Donc voilà, peut-être qu'avec une association comme ça, essayer d'aller les chercher. Aussi, voilà, tout se passe aussi, comme dans tous les grands pays, tout se passe à la capitale. Donc d'aller les chercher et de leur montrer que c'est possible s'ils veulent en faire un métier. Et pourquoi pas faire une collaboration franco-algérienne ou algéro-française et de mettre ces artistes-là en spectacle à Aubervilliers et nos artistes albertivillariens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Aubervilliers, à Alger. Donc pourquoi pas... ce sera un très bel échange exceptionnel, culturel, exactement. certainement. Alors, Monsieur Schnesch, en parallèle de l'activité de solidarité, l'activité culturelle, associative, tout à fait. vous êtes dans un autre domaine, mais alors dans un autre domaine, mais qui rejoint la Smart City qui rejoint et les Madame nouvelles Slimani, technologies, exactement. Oui. Alors là, vous êtes en Guyane. Alors, vous êtes on au travaille Pacifique, pour la Guyane, exactement. Ouais. Alors, je suis expert en informatique, consultant, expert en sécurité des services d'information, et l'un de nos gros projets de notre entreprise actuellement. On comprend mieux maintenant pourquoi votre engouement par rapport à la Smart City. Complètement, moi c'est quelque chose qui me botte complètement quand j'ai vu ça. Déjà, on va travailler ensemble. Eh ben, exactement. Voilà. Déjà, le contrat a été fait. On en a discuté. Mais c'est vrai que quand je vois ça, et je me dis que c'est exactement ce qui manque en Algérie, et bien sûr que ça me fait un plaisir énorme. Donc pourquoi ne pas apporter nos connaissances dans le bien commun du pays? Ça, de toute façon, sans ça, vous êtes dans cette démarche. Que ce soit dans la culture ou dans la science, vous êtes dans la démarche. Exactement, que ça soit d'un point de vue professionnel, que ça soit d'un point de vue personnel, associatif, on est dans la démarche de coexister et de faire ce lien entre les expériences qu'on peut faire à l'étranger et le bien que ça peut faire pour le pays. Et donc, comme vous le disiez, donc, le gros projet actuel, c'est la migration des systèmes d'information de la station de lancement des fusées Ariane, du CNES, du Centre national d'études spatiales qui est basé en Guyane, à Kourou. C'est un de nos gros objectifs jusqu'en 2022 et on travaille là-dessus. Mais on a la chance aussi de travailler avec des entreprises algériennes, ici, parce qu'on a, à travers cette entreprise
On a fait de grandes relations avec les entreprises algériennes. Nous avons développé des solutions informatiques pour la facilité de la gestion des parcs automobiles de transport en commun français, la RATP. Et sachant que le métro d'Alger, c'est RATP El Jazaï qui s'en occupe, ils nous ont donc conseillé ici sur le développement et on essaie de leur apporter maintenant, bientôt, on espère, des solutions dans la gestion du métro d'Alger. Nous avons aussi un lien avec Brandt, représenté ici par Cévital, où on gère en France depuis 15 ans tout le désissuel de Brandt, l'outil métier de Brandt, et c'est vrai que c'est à travers notre entreprise que nous gérons tout ça. Donc les relations, nous on les espère pérennes avec l'Algérie, et c'est le but commun, je crois, de nous tous ici, hein, il me semble. Effectivement, restons toujours au but d'échange et de relations. Alors, Monsieur Sefaj, là on va revenir sur un événement que vous êtes en train de gérer en ce moment. Donc c'est un événement culturel qui tend aussi à l'échange culturel entre les deux rives. Et là nous parlons d'une exposition itinérante qui relate en fait la ville de Constantine à travers les âges. Alors dites-nous un peu plus sur ce projet. C'est une exposition qui a eu lieu à Constantine en 2015 dans le cadre de Constantine, de la culture arabe, 2015. Donc c'était la dernière exposition qui a permis de clôturer l'événement. Et nous avons réfléchi, l'exposition existe encore à Constantine, et nous avons réfléchi à reproduire cette exposition sous la forme itinérante et qu'on lui souhaite un long voyage à travers le bassin méditerranéen. On s'est associé avec une association qui s'appelle Méditerrapé et le Cercle d'Alger. Méditerrapé qui s'occupe un peu, qui est installé à Nice, et le Cercle d'Alger à Alger, dans la spécificité, c'est de développer notre patrimoine à l'ère du numérique. Et donc cette exposition, à base de photos, multimédia, donc vidéos, des restitutions sur notre patrimoine. Par exemple, on a restitué le Hammam Sidi El Ghzel de Constantine en 3D, donc l'apport des nouvelles technologies, et on a créé un jeu éducatif pour découvrir le palais du Bey de Constantine aux jeunes. C'est vrai que ces outils pédagogiques sont très, en fait, ils facilitent la transition de l'information, particulièrement avec les enfants. C'est important pour l'appropriation du patrimoine, aux jeunes, aux enfants, à nos enfants, mais aussi aux jeunes de l'autre rive de la Méditerranée, pour découvrir ce patrimoine. Quand on parle de diaspora, on parle souvent aussi des enfants de ces diasporas, et il faut leur donner aussi une partie de leur patrimoine qui est en Algérie, et particulièrement Constantine. Donc on a transmis ce CD-ROM sur la connaissance du Palais du Bey au lycée international algérien à Paris, donc qui permet aux jeunes qui suivent le système éducatif algérien de s'approprier de cet outil éducatif. Donc c'est une exposition qui a démarré à Cagnes-sur-Mer, et puis en novembre 2017, c'était le lancement avec l'appui de l'association Méditerrapé présidée par Nadir Ben Mati qui est installé à Nice. Et puis en février 2018, nous l'avons organisé, en janvier 2018, nous l'avons organisé au Centre universitaire de la Méditerranée de Nice, et qui a permis d'organiser l'exposition, mais aussi des conférences sur l'histoire de Constantine, et l'aspect aussi musical, Melouf, on a clôturé avec une soirée de Melouf. Et tout ça, c'est fait par le biais des volontaires qui ont bien voulu contribuer à exporter notre culture à notre rive de la Méditerranée. Et l'objectif, c'est qu'elle puisse circuler de ville en ville.
de Nice, elle a été organisée en mars à Paris, au Centre culturel algérien de Paris. Et par la suite, à la demande de notre ambassade d'Algérie à Madrid, nous l'avons organisée à Alicante, la semaine algéro-espagnole, la semaine économique algéro-espagnole, à la Casa de Mediterráneo d'Alicante, qui est un espace assez important, plus de 1200 mètres carrés d'exposition. Donc là, on l'a déployé sur des grands formats, cette exposition, puis aussi conférences, et on projette 2 films sur Constantine, sur la connaissance de l'architecture de Constantine et sur la ville de Tidis, qui est aussi une ville aussi importante que Tipaza, que Timgad, très peu connue et visitée, mais on a essayé donc de la faire découvrir à travers ces outils multimédia. Donc aujourd'hui, donc à partir de 2019, il y a 2 villes qui sont programmées, Valencia, donc en Espagne, dans le cadre de Sagunto, qui est une ville à 20 km de Valence, qui devient capitale de la culture européenne. Et cette ville de Sagunto était en relation avec Cirta, à l'époque punique, où il y avait des échanges entre les 2 villes jusqu'à la période romaine. Donc on essaie d'organiser cette exposition en collaboration avec le ministère de la Culture algérien. Et enfin la ville de Prague, qui a souhaité accueillir Constantine à travers les âges. Donc voilà, c'est en parallèle de Constantine, il y a Alger qui se prépare aussi, et Tlemcen. Alors justement, on va voir quelques images de cette exposition qui est agrémentée par la voix de Mohamed Tahar Ferghani. Donc le choix de Mohamed Tahar Ferghani a été fait par notre collègue Rafiq Selloum, qui est notre scribe. Donc je vous laisse découvrir ces images sur cette exposition et on se retrouve juste après. Vous avez dit la bibliothèque de Paul Valéry. Voilà, donc de retour. Et alors on a vu, monsieur Sefet, que c'est une très très belle exposition et puis qui s'étale sur 1200 mètres carrés, c'est quand même énorme. Alors quel est l'impact de cette exposition sur la diaspora algérienne, là où vous êtes, là où vous avez eu donc l'occasion d'exposer? La réaction des visiteurs d'une manière générale, ça a été toujours la volonté d'aller visiter Constantine, de la revisiter pour certains qui l'ont connue quand ils étaient très jeunes, et pour beaucoup de nostalgie pour d'autres, ceux qui ont vécu dans cette ville qui ne sont pas forcément algériens. Et de la part de notre population, de la diaspora, c'est toujours un intérêt de redécouvrir leur patrimoine, parce que avec le temps, l'identité ou le patrimoine algérien s'est effacé dans la vie quotidienne de tous les jours. Et donc ce sont des moments de se remémorer des villes, et surtout qu'on a montré Constantine sous un autre angle. C'est sous l'angle de la partie de valorisation de ce patrimoine-là, à travers les outils, à travers les nouvelles technologies, pour qu'il y ait l'appropriation. Aujourd'hui, vous pouvez visiter virtuellement cette exposition.
Donc, et pour nous, c'est toujours une incitation à créer cette relation entre les villes de la Méditerranée. L'objectif de nos actions, ce n'est pas que de monter les expositions, mais de créer à court terme et à moyen terme le musée virtuel de la Méditerranée. Et dans un esprit de regard croisé et patrimoine partagé. Voilà pourquoi les expositions qu'on essaie d'exporter, parce que souvent les expositions qu'on organise à l'étranger, c'est sous le regard de l'autre et organisé par les autres, sur le compte de notre histoire. Alors pour une fois, on s'est dit, eh ben, nous allons organiser avec peu de moyens comment nous on voit ce patrimoine et comment on l'exprime et quelles sont les photos qu'on choisit, les angles de vue, parce que c'est différent des autres. Et voilà pourquoi cette exposition a eu un impact et elle est, sans faire de la publicité, elle est demandée pratiquement dans plusieurs villes de France, comme Toulouse, Luxembourg, et les villes comme Lisbonne pour le Portugal. Et il y a eu un écho favorable de la part de nos chancelleries, nos consulats et nos ambassades. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui encouragés à se préparer à d'autres villes dans la perspective de créer ce musée virtuel de la Méditerranée. Et nous avons eu des échos favorables, par exemple de la ville de Naples qui s'associe pour créer aussi dans le même esprit cette exposition. Et à long terme, on obtiendra vraiment une base de données sur ce patrimoine méditerranéen que nous partageons. Alors, dans cette perspective, M. Sefaj, qu'en est-il du projet La Maison d'Algérie? Alors, la Maison d'Algérie, ça a été une idée que nous avons essayé de monter comme une structure associative, mais aussi une structure économique qui sera capable de financer ces expositions. Donc, sur le plan association, donc, on a déjà une première qui s'appelle Casa de Algeria en Espagne, donc la Maison d'Algérie. L'esprit de la Maison d'Algérie, c'est un esprit nomade, donc une structure qui voyage de ville en ville à travers tout le bassin méditerranéen et avec un appui d'une structure économique pour pouvoir financer ces actions. La Maison d'Algérie est vraiment un ancien projet qui n'a pas pu voir le jour, qui date de 2009, comme une action du gouvernement algérien, mais ce projet n'a pas vu le jour, donc je l'ai revisité, réécrit pour qu'il soit une structure nomade qui est capable de monter des expositions en collaboration avec nos ambassades. Et la Maison d'Algérie, c'est une ambassade culturelle, puisque pour des raisons économiques, les attachés culturels de nos ambassades ont disparu depuis des années et il faut les remplacer par une structure souple, une structure qui s'appelle la Maison d'Algérie, et dans chaque ville, elle prendra le nom. Elle a déjà pris Casa de Algeria pour l'Espagne. La Maison d'Algérie aussi existe en France en s'appuyant sur l'association Méditerranée, qui est une association méditerranéenne présidée par un compatriote, un Algérien, mon ami Nadir Benmati, et on essaye donc de développer ces satellites qu'on appelle les maisons d'Algérie à travers le bassin méditerranéen, mais aussi à travers des villes où il y a un potentiel important de diaspora algérienne, mais aussi lorsqu'il y a moins. Par exemple, l'Espagne, il n'y a que 60 000 Algériens qui vivent en Espagne par rapport à la France, où le chiffre est beaucoup plus important. Et la Maison d'Algérie invite aussi les artistes étrangers à s'associer avec les artistes algériens pour ce regard croisé, pour produire une nouvelle œuvre qui est visitée par les deux cultures ou par le multiculturalisme. Voilà un peu la Maison d'Algérie. Ah, complètement. Je suis plongé dans ce que dit monsieur. C'est un petit peu aussi l'objectif de votre association. C'est clairement ça, c'est le transfert de patrimoine, c'est la pérennité de la connaissance et on se regroupe un peu, on se retrouve un peu tous parce que c'est le fait que ça soit numérisé, digitalisé, ça regroupe les besoins d'aujourd'hui, les besoins actuels et il n'y a pas mieux pour transmettre. Et c'est vraiment un très très beau travail. J'ai vraiment été très épaté par le petit document qu'on a pu voir là, le petit reportage.
Pourquoi pas plus tard, donc un travail en collaboration. Pourquoi pas, exactement. C'est ce que disait monsieur, le but c'est de faire ça pour toutes les grandes villes du bassin méditerranéen. Voilà. Et c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Alors un dernier mot pour vous, Madame Fatiha Slimani. Oui, merci. Je crois deux points. Le premier, que dans le cadre de notre projet d'Alger, donc nous sommes tout le temps en contact avec une ressource humaine algérienne, locale et diaspora. Ils ont un standard international, il faudrait leur faire confiance, c'est ça le plus important. C'est un vrai gisement qui dépasse et il est plus périn que le pétrole. Donc on n'a pas peur de l'avenir. Nous avons les moyens et les capacités, surtout humaines, parce qu'il faudrait investir en l'être humain. Deuxièmement, le projet d'Alger Smart City, c'est un projet qui vient en complément de tout l'effort et le programme gigantesque qui est lancé par le gouvernement, donc notamment le travail qui est fait par le ministère de l'Intérieur en matière de numérisation et modernisation de l'administration, et qui viennent tous pour faciliter la vie aux citoyens et améliorer la qualité de vie du citoyen. Je vous remercie pour l'invitation. Monsieur Nechache, pardon. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai envie de dire à peu près la même chose, qu'en effet il faut faire confiance à cette jeunesse qui monte et qui a envie de faire beaucoup de choses. On le voit nous à travers notre entreprise située en France. Lorsque nous avons besoin de ressources, on reçoit énormément de CV de jeunes Algériens d'Algérie et pas seulement de France. Donc on voit vraiment cette capacité et le talent qu'il y a. Et puis merci aussi à vous et puis à cette émission de faire la promotion comme ça de la culture à travers les gens établis de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est le meilleur moyen pour transmettre ce qui peut être transmis sur notre patrimoine. Merci beaucoup, Monsieur Safed. Alors, si je dois conclure, pour le débat qu'on a eu aujourd'hui, très riche, c'est de pouvoir parler d'esprit de partage. Et aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication permettent ce partage à une vitesse très rapide et de mettre les personnes ressources en réseau. Et j'espère que Smart Alger ou Alger Ville Intelligente aura cet objectif de mettre en réseau les compétences locales avec les compétences qui existent à l'international. Pas forcément que la diaspora, mais c'est de pouvoir travailler, être connecté avec le monde, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en dehors de la mondialisation. On est obligé d'être connecté. Tous les objets sont connectés, donc les êtres humains, automatiquement, devraient être connectés dans ce monde-là. Merci beaucoup. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission qui a été placée sous le thème intelligence et diversité. Ce soir, pour cela, nous avions reçu Madame Fatiha Slimani, qui est la conseillère chargée de l'investissement du projet Smart City au niveau de la wilaya d'Alger. Nous avons eu parmi nous également Monsieur Mustafa Nechache, qui est le président de l'association culturelle Tawrit Moussa, qui est venu d'Aubervilliers. Et nous avons eu également Monsieur Zaineddine Safed, qui est le commissaire de l'exposition Constantine à travers les âges. Nous terminons notre émission comme à l'accoutumée sur un beau livre intitulé Constantine, la cité des aigles, les Myriens. Non, donc c'est un livre des éditions Zeki Bouzid et qui nous propose une balade au cœur de l'antique Cirta, où l'on découvre des chefs-d'œuvre de l'architecture et l'urbanisme de la ville des ponts suspendus. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Si vous avez envie de revoir cette émission, vous pourriez la trouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, donc Diasporama. Nous attendons toujours vos commentaires et vos vidéos afin qu'on puisse les partager à travers notre émission. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Canal Algérie. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. Au revoir. L'Algérie.